Voilà, alors je vous propose que nous démarrions sans plus tarder ce webinaire sur le thème du télétravail, défis et enjeux dans les associations. Afin de commencer, je vais d'abord vous partager quelques informations techniques pour profiter pleinement de ce webinaire. Ce temps a été organisé sur une durée d'1h30 et se terminera donc à 17h30. Vous pouvez constater que le format Zoom webinaire, en tant que spectateur, vos vidéos et vos micros sont désactivés pour l'instant. Vous pouvez utiliser l'onglet discussion ou chat, qui correspond à l'icône bulle, qui vous permet de nous faire remonter vos difficultés techniques. Dans ces cas-là, ma collègue Garance pourra vous venir en aide. Le chat vous permet également de partager vos réactions, vos commentaires avec l'ensemble des participants et participantes. Vous pouvez poser vos questions aux intervenants via l'onglet Q&A, questions et réponses, qui est l'icône avec les deux bulles. Vous pouvez l'utiliser tout au long du webinaire et nous nous efforcerons de répondre au fur et à mesure ou à la fin aux différentes questions. Nous pourrons prendre quelques questions à l'oral dans la dernière partie de ce temps. À ce moment-là, vous pourrez utiliser le bouton « Lever la main » pour qu'on puisse vous donner la parole. Mais bien sûr, nous vous demandons de bien nous soumettre vos questions à l'écrit via l'onglet Q&A au préalable, qui nous permet de classer les questions en fonction des différentes interventions. Et enfin, pour terminer, un dernier point, ce webinaire est enregistré et donc une retransmission sera disponible sur notre site pmaeora.org. Voilà, alors comme je vous le disais en introduction, ce webinaire porte sur le thème du télétravail et se place au sein de la démarche PMAE, Petites et Moyennes Associations Employeuses. Alors, je vais d'abord quand même me présenter. Donc, je suis Amélie Perrard du mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes et je vous accueille au nom des différents acteurs qui ont préparé ce webinaire dans le cadre de la démarche PMAE. Alors, pour vous resituer, la démarche PMAE, Petites et Moyennes Associations Employeuses en Auvergne-Rhône-Alpes, vise à l'amélioration du soutien et de l'accompagnement des petites et moyennes associations dans leur fonction employeur pour la promotion d'un emploi associatif de qualité au service des projets associatifs dans les territoires. C'est une démarche de coopération entre les acteurs de l'accompagnement, à savoir les têtes de réseau associatifs, avec le mouvement associatif, le réseau Savara, mais aussi les structures porteuses du DLA, dispositif local d'accompagnement, certaines associations locales, également France Active Auvergne-Rhône-Alpes est partenaire de cette démarche, la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, l'UDES, et également les différents services de l'État, notamment la DRETS, la Direction régionale économie, emploi, travail et solidarité, sont partie prenante de cette démarche. Ensemble, nous établissons des diagnostics sur les besoins d'accompagnement des associations et nous proposons et portons collectivement des réponses aux besoins identifiés. L'enjeu de cette démarche est d'identifier, d'analyser et de valoriser les acteurs et leurs pratiques d'accompagnement pour rendre visibles et lisibles leurs expertises afin de qualifier les acteurs de l'accompagnement, de professionnaliser et d'enrichir leurs pratiques. C'est bien dans ce cadre-là que nous avons construit aujourd'hui ce webinaire sur le thème du télétravail. C'est un thème qui avait déjà été retenu comme prioritaire à travailler entre les acteurs depuis 2020. Et ce thème relève d'un réel besoin d'aller au-delà des constats du télétravail dans ses formes actuelles pour bien identifier et valoriser les bonnes pratiques pour une bonne mise en place du télétravail. Voilà, je me permets maintenant de vous présenter les différents objectifs que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, ce webinaire va nous permettre d'aborder les différents défis et les enjeux du télétravail au sein des associations,
afin de mieux comprendre les nouvelles formes de travail qui ont émergé ces dernières années, mais également de pouvoir cerner le cadre juridique qui régit de ces nouvelles formes, et enfin de partager des outils pour une bonne mise en place et une pérennisation de cette démarche. Pour répondre à ces différents objectifs, nous avons fait appel à différents intervenants aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter brièvement les différentes structures qui vont intervenir aujourd'hui. Donc, tout d'abord, l'ANACT-LARACT, qui est un réseau des associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail, qui exerce une mission de service public au profit de l'amélioration des conditions de travail dans les TPE et PME. Ce réseau ANACT-LARACT a pour vocation de mettre en capacité les salariés et les directions, plus particulièrement dans les petites et moyennes entreprises, de recourir à des méthodes et outils efficaces pour améliorer les conditions de travail dans un objectif partagé, concilier durablement qualité de vie au travail et performance économique. Nous avons fait appel à l'ANACT-LARACT dans le cadre de ce webinaire, notamment suite aux grandes consultations qu'ils ont effectuées auprès des TPE-PME sur le thème du télétravail en temps de crise, puis après crise, pour apprécier les évolutions et les pratiques des différentes formes de télétravail. Ensuite, nous aurons l'intervention de Famille Rurale, qui est une association reconnue d'utilité publique et qui agit en faveur des familles sur tout le territoire, en milieu rural et périurbain. Famille Rurale compte plus de 600 salariés en Auvergne-Rhône-Alpes et c'est une salariée du département Haute-Loire qui est présente avec nous, qui a notamment organisé et suivi un accompagnement collectif sur la mise en place du télétravail. Marilyn sera également accompagnée pour son intervention de Marie Barre, qui représente le DLA régional, dispositif local d'accompagnement régional, que je ne présente plus, puisque je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Et enfin, une intervention sera également de l'UDES, donc l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, qui regroupe 23 groupements et syndicats d'employeurs en France, donc associations mutuelles coopératives, dans 16 branches et secteurs professionnels différents. L'UDES rassemble 80% des employeurs fédérés de l'économie sociale et solidaire, et l'UDES a notamment collaboré à l'élaboration d'un accord interprofessionnel sur l'impact du numérique dans les structures de l'ESS. Voilà, je l'ai déjà dit, mais en dernière partie, on aura également un temps d'échange entre participants et intervenants. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions ou vos remarques que vous souhaiterez partager à la fin de ce webinaire. Avant de donner la parole à Damien Granier de l'ANACT, je voudrais revenir rapidement sur les constats que nous avons faits lors de la préparation de ce webinaire, les constats et les différents enjeux que nous souhaitions aborder sur ce thème du télétravail. Vous le savez, le télétravail est rentré dans notre langage et dans nos pratiques quotidiennes, et pourtant les termes ne sont pas toujours clairs. Il semble important pour nous de clarifier ce que signifie le télétravail et plus largement d'aborder et d'évoquer ces nouvelles formes de travail qui émergent, de comprendre leur usage et leur mise en place. Les rapports le montrent bien, le télétravail apporte différents avantages, tels qu'une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, mais aussi une réduction des temps de trajet pour se rendre au travail. Mais il montre aussi différents inconvénients et de nouvelles difficultés dans les conditions de travail aujourd'hui, et notamment une réduction des liens sociaux, une amplification de la charge de travail et une fatigue accentuée du côté des salariés. De plus, nous constatons que le télétravail informel s'est accru au détriment du télétravail encadré par un accord, ce qui ne facilite pas toujours les relations entre salariés et employeurs. On peut se demander, suite à la situation particulière de la crise sanitaire, plusieurs questions.
Est-ce que l'on va vers une généralisation du télétravail ou bien un retour au niveau de 2019? Puisque aujourd'hui il n'y a plus d'obligation de recourir au télétravail, est-ce qu'il va être le fruit d'une volonté commune entre employeurs et salariés? Mais est-il toujours souhaité par les télétravailleurs et par les employeurs? Et est-ce que cela est un progrès ou un risque de dégradation des conditions de travail? C'est sur la base de ces différents constats que nous avons construit le programme aujourd'hui. Et donc, je vais laisser la main tout de suite à Damien Granier de la RACT, Auvergne-Rhône-Alpes, pour une première présentation sur l'émergence des nouvelles formes de travail, la définition des termes télétravail, forme hybride, et de même l'évolution contextuelle du télétravail en France et les principaux enjeux dans les entreprises. Damien, la parole est à vous. Merci. Merci Amélie. Est-ce que je peux juste avoir un hochement de tête pour savoir si j'arrive à bien diffuser le diaporama? C'est bon, il est visible de tous? Super. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous pour merci pour cette introduction, en tout cas Amélie qui présente bien effectivement le webinaire, alors qui permet aussi de présenter la structure dans laquelle je travaille. Alors moi-même, je travaille à l'ARACT Auvergne-Rhône-Alpes. Il n'y a pas de mélange en tout cas. L'ARACT Auvergne-Rhône-Alpes fait partie d'un réseau que l'on appelle le réseau ANACT-ARACT. Et donc, ce sont deux structures différentes, mais qui font partie d'un seul et même réseau. C'est-à-dire que l'ANACT est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. C'est un établissement public administratif sous tutelle du ministère du Travail. L'ARACT Auvergne-Rhône-Alpes fait partie, tout comme les autres ARACT de France, d'un réseau de 16 associations régionales. Donc, on est une association de loi 1901 et on fait partie d'un réseau entier qui a pour objectif, on va dire, d'accompagner les entreprises et plutôt, comme vous l'avez dit Amélie, les TPE-PME sur l'amélioration des conditions de travail dans leur globalité. Alors pour petite précision, au 1er janvier 2023, nous ferons qu'une seule et même structure, voilà, je vous le dis en avance, mais voilà, il y a un projet de loi, enfin il y a plus qu'un projet de loi, il y a une loi qui est sortie et qui nous invite à fusionner, que ce soit l'ANACT et les différentes ARACT. Au 1er janvier 2023, on ne fera qu'un. Voilà. Deux mots du coup sur notre utilité, c'est-à-dire qu'on nous-mêmes au sein des ARACT et au sein de l'ANACT, nous accompagnons les entreprises sur le champ très global de l'amélioration des conditions de travail et on s'oriente plutôt sur des sujets innovants, émergents, nouveaux, comme le télétravail. On n'a pas attendu la crise sanitaire pour accompagner les entreprises sur le télétravail, on l'a fait bien avant, puisque c'est un sujet émergent qui monte et dont les entreprises, et toute forme d'entreprise, là au sens large, même les structures de la fonction publique, y compris les grands groupes, pas uniquement les TPE-PME, ont besoin finalement d'outils, de méthodes pour être accompagnés sur ce sujet-là. Et notre boulot, c'est d'expérimenter des démarches d'accompagnement, d'expérimenter des nouveaux outils et de nouvelles méthodes dans les entreprises pour pouvoir les transférer à autrui, à des acteurs relais en entreprise, et tout ça dans le but de concilier à la fois la qualité de vie au travail dans les entreprises et de maintenir une certaine performance. Voilà. Donc pour cette première partie d'intervention, l'idée est de, on va dire, présenter le contexte du télétravail. Alors notamment en présentant le contexte, c'est aussi de s'accorder sur la définition et puis la définition même du télétravail. Et là, je rejoins finalement le cadre un peu juridique, même s'il va être développé dans une partie ultérieure. Vous dire que le télétravail, il a été réglementé en 2002 via un accord cadre européen qui a été signé le 16 juillet 2002, qui a été adapté en droit français par un accord national interprofessionnel le 19 juillet 2005, donc signé par l'ensemble des partenaires sociaux, et donc intégré au Code du travail en mars 2012. Et donc vous avez la définition type même qui a été intégrée au Code du travail français
de 2012. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que en 2017, il y a une véritable révolution qui se passe avec les ordonnances Macron qui permettent d'une part de supprimer en fait ce qu'on va appeler l'expression de façon régulière, qui met fin en fait à la distinction entre télétravail régulier et télétravail occasionnel. Ça veut dire qu'on sent qu'effectivement les entreprises ont besoin de télétravailler, pas forcément de façon régulière, mais voilà, de façon, on va dire, un peu plus volontaire de la part du salarié. Et d'autre part, il y a la suppression, et ça c'est une véritable révolution, de la possibilité d'un avenant à celui-ci qui occasionnait voilà, beaucoup voilà, de procédures administratives dans les entreprises. Et donc, à partir de 2017 et à partir des ordonnances Macron, l'avenant au contrat de travail n'était plus nécessaire. Finalement, il n'y avait besoin seulement d'un accord de télétravail ou d'une charte unilatérale à laquelle adhèrent les salariés. C'était suffisant. Voilà. Donc, je vais m'en arrêter là en fait sur les questions juridiques. Vous dire que 3 ans après, finalement, la crise sanitaire est un véritable bouleversement. Il amplifie même ce sujet du télétravail, puisque le télétravail se retrouve en 48 heures de manière, finalement, l'organisation qui est à préférer, et elle arrive de manière vraiment massive, mais un peu contrainte pour les entreprises qui doivent s'adapter, doivent s'adapter. Et depuis plus d'1 an, on voit qu'effectivement, l'adaptation, c'est plus ou moins bien passé. On le verra après. Alors, ça aboutit aussi, et c'est important de le dire, à un nouvel accord national interprofessionnel signé par les partenaires sociaux en novembre 2020, très exactement le 26 novembre 2020. Accord national interprofessionnel qui est très intéressant puisqu'il donne quand même beaucoup de points de repère sur le télétravail, et qu'il y a aujourd'hui, alors côté fonction publique, un accord cadre de télétravail en fonction publique qui a été signé en juillet 2021. Voilà pour ces éléments de définition. Si on va sur des éléments un peu de contexte, vous dire que finalement, c'était quoi le télétravail avant la crise sanitaire? Globalement, avant la crise sanitaire, on avait 7% de Français, soit 1,8 million de salariés, qui avaient déjà testé le télétravail. Alors, pour majorité, on avait plutôt une population de cadres qui était plutôt en majorité en zone urbaine. Plus de la moitié sans accord formel, c'est-à-dire qu'on appelait ça du télétravail gris. On savait qu'effectivement, signer un avenant dans un contrat de travail, c'était quand même assez lourd juridiquement parlant. Donc, très souvent, c'était fait finalement de manière occasionnelle, sans accord formel. Alors pourquoi? Ça permettait à la fois aux entreprises une meilleure qualité de vie au travail, une meilleure responsabilisation, une meilleure autonomie aussi pour les salariés, et aussi, on le voyait, hein, une meilleure efficacité, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et on n'a pas là aussi tout ce qui a attrait au développement durable et à toutes les formes d'attractivité qui puissent exister. Et donc, on avait à peu près le même recours au télétravail entre le secteur public et privé. Ça, c'était avant la crise sanitaire. Je voulais vous faire aussi un focus sur pendant la crise sanitaire, puisque l'ANACT a lancé 2 consultations, vous l'avez évoqué dans vos propos d'introduction, Amélie, 2 consultations, à la fois une en avril-mai 2020 qui a reçu un peu plus de 8000 réponses qui permettent de donner la parole finalement à un large public sur la question du télétravail. Voilà. Alors, cette première consultation, je vous ai sorti des chiffres clés, mais qui me paraissent intéressants à vous faire partager. C'est de se dire qu'au départ, au début de la crise sanitaire, on s'est aperçu que finalement, les entreprises étaient dans une période d'adaptation et que le télétravail, finalement, ça s'organise et que 79% des répondants ont vu leur activité totalement redéfinie. Enfin, en tout cas, au moins partiellement, la mise en place du télétravail confiné, ce qui est plutôt un signe encourageant, car les entreprises se sont complètement adaptées, ont revu aussi leurs moyens de communication. Avant la crise sanitaire, il y avait peu de gens, en tout cas, il y avait
il y avait pas un pourcentage massif de salariés de télétravail qui connaissaient les visios de visioconférences Zoom ou Teams. Aujourd'hui, c'est quand même devenu assez fréquent. Donc, il y a eu une adaptation de ça des entreprises. Deuxièmement, ce qu'on peut voir à travers, au tout début de la crise sanitaire, et un enseignement que l'on tire, c'est que le télétravail, ça s'anime. C'est-à-dire que plus de 2/3 des répondants ont bénéficié de réunions d'équipe à distance et d'échanges avec leur manager au moins une fois par semaine. Ce qui est intéressant, ça veut dire que même si le télétravail était mis en place, on a quand même un lien qui a été gardé dans les entreprises de la part des managers. Ça a été plus ou moins bien réalisé, mais en tout cas, le lien a été gardé. Par contre, près de 50% des répondants estiment être moins efficaces et plus fatigués qu'à l'accoutumée. Alors, je rappelle, on était quand même dans une période de crise sanitaire. Il fallait aussi garder les enfants ou faire l'école aux enfants pendant la première crise sanitaire. Donc voilà, mais il y avait des éléments autour de la fatigue qui étaient exprimés et puis peut-être le manque un peu d'efficacité. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Hein. Ça se mettait en place. Les questions aussi, notamment de management du travail, se mettaient en place aussi. Et on le verra après par la suite, ça a leur importance. Deuxième consultation qui a été lancée par l'ANACT plutôt, alors un an après, c'était plutôt début 2021, autour de mars-avril, avec une nouvelle consultation qui a permis d'avoir un peu plus de 2000 avis à travers des questionnaires. L'infographie suivante vous permet d'avoir des éléments qui me semblent intéressants à vous faire partager. C'est vous dire que finalement qu'un an après un an de télétravail, un peu de crise, il y a des apprentissages et des améliorations à noter, notamment le fait que plus de 6 répondants sur 10 peuvent aménager leurs horaires. Donc, c'est après une période d'adaptation. On sent que les salariés ont aussi pu adapter leurs horaires. On était moins sur un cadre un peu plus fixe. On avait plus de souplesse dans l'organisation du télétravail. 72% des répondants estiment avoir un environnement de travail adapté. Au départ de la crise sanitaire, chacun travaillait un peu sur le coin de table, n'avait pas forcément de bureau isolé. On travaillait dans le salon avec les enfants à côté qui faisaient l'école. Ce n'était pas évident. Et donc, au fur et à mesure, les gens se sont adaptés et ont adapté leur environnement de travail au sein de leur foyer. Et donc, 53% se sentaient efficaces en télétravail. Autre élément sorti de cette seconde consultation, c'est que on note quand même des difficultés préoccupantes. À savoir, 63% des répondants travaillent plus qu'habituellement. Donc, on sent qu'il y a des éléments en termes de charge de travail qui sont à noter. La charge de travail effectivement augmentant pour les télétravailleurs, le manque de proximité avec les collègues était quelque chose de difficile. Alors, sur la charge de travail, moi, ce que je peux vous relater aussi, et c'est un des enseignements aussi de la crise sanitaire et du télétravail massif, c'est que finalement, ce qui a été bouleversant et ce qu'il est aujourd'hui, c'est vraiment la question du management du travail. Et ce qu'on s'est aperçu avec la mise en place du télétravail, c'est que il y a le management du travail c'est complètement réadapté. Notamment, il y a eu, ça a favorisé, on va dire, des régulations de type bilatéral pour les managers. Je m'exprime, c'est-à-dire les managers ont mis en place de plus en plus des temps de coordination et des temps de régulation individuels avec leurs collaborateurs. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que les temps d'échange finalement informels qui se faisaient avant à la machine à café ou dans les couloirs de l'entreprise, finalement n'ont plus lieu en télétravail ou alors dans les formes d'organisation hybride qu'on peut voir aujourd'hui. Et donc, finalement, le plus facile pour le manager, c'était finalement de multiplier les temps d'échange avec le collaborateur, les multiplier sur une journée, voire sur une semaine, ce qui occasionne aussi d'ailleurs une charge de travail pour le manager. Et deuxièmement, ce qu'on a pu s'apercevoir en termes de management, c'est que les régulations dites, on va dire, collectives, c'est-à-dire les réunions d'équipe à animer, elles ne sont pas si simples à animer dans des réunions de type visioconférence ou Zoom, sous Teams, et que ce n'est pas si simple finalement, et que la plupart des managers se sentent beaucoup plus à l'aise à bilatéraliser finalement
leur régulation avec leurs collaborateurs. Voilà. Autre chose aussi sur les difficultés préoccupantes, si on reprend un peu l'infographie, c'est que on sent de plus en plus d'isolement des personnes. Alors, ça va aussi avec la crise sanitaire. 40% se sentent seuls, c'est quand même un chiffre un peu alarmant. Et 37% estiment que les relations sociales se sont détériorées. C'est ce qu'on a remarqué, c'est-à-dire qu'on a remarqué avec cette crise sanitaire, avec la mise en place, on va dire, massive du télétravail, qu'il y a véritablement un risque de délitement du collectif. Et près de 2 répondants sur 10 seulement peuvent aborder les difficultés qui rentrent en télétravail avec les managers. On sent effectivement des difficultés à parler du travail réel qui se déroule, et notamment à mettre en place ce qu'on appelle, nous, des espaces de discussion à l'intérieur des collectifs de travail. Dernière slide, effectivement, sur cette consultation et cette infographie. Et demain, c'est-à-dire si on a une perspective un peu plus à plus long terme, il y a près de 4 répondants sur 10 qui craignent de revenir sur site. C'est quand même énorme. C'est-à-dire que les salariés d'entreprise se sentaient de plus en plus à l'aise, finalement, en télétravail. Et on sentit quand même qu'il y avait vraiment un intérêt. 96% souhaitent poursuivre le télétravail malgré les difficultés, dont 36% à 3 jours et plus par semaine. Un chiffre à nuancer puisque, aujourd'hui, si on regarde les enquêtes, si on regarde pas mal de choses et des rapports d'analyse sur l'ensemble des accords de télétravail, à peu près en moyenne, ce qui revient, c'est un télétravail qui revient à 2 à 3 jours par semaine, à peu près, dans les chiffres. Voilà. Donc, une infographie qui permet un peu de poser le contexte. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que finalement, avec le télétravail avant la crise sanitaire, avec cette crise sanitaire, on parle de plus en plus finalement de travail hybride. Finalement, le télétravail est un terme un peu assez réducteur. Lorsqu'on parle de formes d'organisation du travail aujourd'hui, puisque finalement, le télétravail, ça renvoie au travail que l'on a chez soi, mais on a plein de formes qui existent, à la fois en termes d'espace, de lieux de travail. On pense aux espaces de coworking, aux télécentres qui existent, mais aussi aux formes d'hybridation du travail. Alors, pour éclairer celle-ci, moi, je vous propose aussi un schéma que j'aime bien. Alors, ce que je propose aux participants, c'est plutôt d'avoir un regard sur le haut du schéma, puisque on voit à travers ce haut du schéma qu'il y a un vocabulaire autour de cette hybridation du travail qui est gigantesque depuis quelques mois et que l'on voit. Et on a beaucoup un vocabulaire, on va dire, angliciste. On voit beaucoup de choses qui fleurissent, c'est des termes anglais qui fleurissent. Alors, on a essayé au sein du réseau de les cartographier, notamment à travers 2 axes qui nous semblent importants, parce que finalement, le travail hybride conjugue 2 paramètres essentiels, à la fois la gestion du temps et à la gestion du lieu, l'axe temps et l'axe lieu. Et si on avait à les cartographier, finalement, avant, classiquement, on avait le travail en entreprise, en présentiel, de manière synchrone avec les autres salariés. Donc, c'est plutôt en haut à gauche, c'est le travail en intra et intersite. Et de plus en plus se développe finalement à la fois du travail en distanciel. Alors, ça peut être du travail à la fois chez soi. Donc là, on parle de travail en home office, de télétravail, mais de plus en plus aussi dans d'autres lieux de travail tels que les espaces de coworking, les bureaux partagés, les espaces de coworking dans les grandes entreprises aussi, et tout ce qui est lié au travail mobile et nomade numérique en déplacement, à l'hôtel, dans le train, dans les locaux des clients. Et donc ça, c'est important parce que ça bouleverse. On est vraiment dans un bouleversement aujourd'hui du travail qui amène à concevoir autrement le travail que le bureau traditionnel d'avant, de 9h à 17h. Et aujourd'hui, effectivement, il faut concevoir des organisations de travail de plus en plus hybrides, et on est véritablement dans un bouleversement. Bouleversement qui nous amène, et ça sera la fin de mes propos sur cette introduction, à relever à la fois les bénéfices escomptés du recours au télétravail et les risques. En termes de bénéfices, on voit
qu'il y a une véritable souplesse dans l'utilisation des temps et notamment dans la conciliation des temps de vie personnelle et de vie professionnelle. Plutôt une meilleure concentration pour les tâches difficiles. Le fait d'être à la maison tout seul dans son coin, ça permet d'être peut-être plus concentré que dans des bureaux partagés ou en open space dans les entreprises. Moindre fatigue liée au déplacement, ça c'est vraiment relevé comme un bénéfice. Le fait de passer par un management par la confiance plutôt que par le contrôle. L'autonomie dans le travail est développée, l'attractivité de l'entreprise, le fait de pouvoir recruter des talents hors territoire, ça c'est beaucoup exprimé par notamment les services RH des entreprises et le développement durable. Il y a des risques associés. Le fait, on l'a vu, de l'intensification du travail, une charge de travail qui peut être assez forte, des frontières floues entre le travail et la vie privée. Lorsqu'on travaille en télétravail et le fait de dire bon, on finit à 17h, parfois il est difficile de finir pile à 17h ou vraiment de faire une séparation complètement avec la vie privée. Voilà. Un risque de désocialisation et une difficulté d'intégration des nouveaux, c'est important en termes d'enjeux aujourd'hui et c'est de plus en plus posé dans les entreprises. De nouvelles compétences dans l'utilisation des outils digitaux. Voilà, n'oublions pas, c'est pas si simple, ça ne va pas de soi. Il faut vraiment accompagner aujourd'hui les salariés dans la manipulation de ces outils digitaux et des difficultés accrues pour se coordonner et coopérer. Dernière diapositive, après je laisserai la main. Finalement, dire en conclusion que le télétravail aujourd'hui, ça n'est pas simplement la transposition du bureau dans un autre espace. Il faut complètement revoir cette idée-là. C'est vraiment une nouvelle modalité de travail qui doit s'organiser et se préparer. Il faut vraiment considérer le rôle central du manager de proximité avec le fait effectivement qu'il y a un risque de bilatéralisation de la relation managériale. Il faut vraiment accompagner les managers à réguler le travail vraiment dans sa dimension collective, ne pas se contenter de fixer des objectifs et d'atteindre les résultats. Il y a vraiment un accompagnement aussi des salariés sur le fait de parler, de débattre du travail réel et des difficultés rencontrées en télétravail, d'orchestrer une véritable révolution du collectif, du créatif et du réflexif, notamment dans le fait de repenser le bureau à l'heure du travail hybride, c'est un des éléments. C'est-à-dire que le bureau, aujourd'hui, demain, doit être le lieu où le lien social se cimente, l'endroit où on doit apprendre encore, l'endroit où naît l'innovation, ça c'est important. D'assurer une justice organisationnelle entre les présents et ceux et celles en télétravail, ça c'est une règle d'or. Et puis dernièrement, de permettre et favoriser le principe d'expérimentation. Je reviendrai sur ce dernier élément qui me paraît central. Je reviendrai sur cet élément sur ma dernière partie lorsque je vous parlerai des recommandations, des démarches qu'il faut adopter en entreprise pour accompagner, on va dire, le télétravail. Merci beaucoup Damien pour cet état des lieux fort bien détaillé et qui revient notamment sur les différents enjeux qu'on voulait aborder vraiment sur ce temps sur le télétravail. Les enjeux notamment, j'ai noté sur le management et les nouvelles formes de management, les évolutions, mais aussi sur les nouvelles formes et les nouvelles conditions à intégrer dans notre travail aujourd'hui. Je passe tout de suite la main à Marie qui va nous présenter et afin d'illustrer un peu cet état des lieux qui va aborder, Marie et Marilyn qui vont aborder le cadre d'un DLA, d'un accompagnement collectif qui a été mené en Haute-Loire sur justement la mise en place du télétravail en temps de crise. Et après, Marie, je te laisse la parole, puis Marilyn, vous pourrez prendre vous aussi la parole. Oui, du coup, en 2 mots, pour présenter les DLA, c'est vrai que souvent, on peut voir les structures qui vont avoir des questionnements par rapport à ces questions de travail à distance ou alors télétravail. Un des outils qui peut être mobilisé, c'est les DLA, le dispositif local d'accompagnement. Vous en retrouvez un par département et un au niveau régional. Et ça peut se traduire par des accompagnements qui vont prendre soit la forme d'accompagnement individuel à destination d'une structure ou alors à travers des accompagnements collectifs où là, on regroupe différentes structures qui pourraient avoir envie ou besoin de travailler sur la même thématique. Donc moi, aujourd'hui, je représente aussi ma collègue du CIPRO, Mélanie Chambon, qui ne pouvait pas être là et qui, pendant la crise du Covid en 2020, a travaillé dans la Haute-Loire sur les questions de mise en place du télétravail, en l'abordant notamment par la question, on va dire, plutôt juridique
et en travaillant avec un avocat et en proposant aux structures de son territoire de réfléchir à différents éléments autour du télétravail, notamment autour des questions de négociation entre les employeurs et les salariés pour pouvoir le mettre en place. L'établissement de chartes, aussi bien temporaires que de chartes qui pouvaient devenir ensuite permanentes pour aller vers la mise en place du télétravail, des outils et puis aussi des avenants qui pouvaient être proposés aux structures pour qu'elles puissent les appliquer, on va dire, de façon relativement pratique et pragmatique au sein de leur structure. Les accompagnements qui ont été menés autour du télétravail, c'était un peu une première porte d'entrée, mais comme ça vient d'être souligné très justement, et comme tu viens de le mettre en évidence, Amélie, ça donne naissance après à de nombreux questionnements. Et on a pu voir qu'au-delà de la Haute-Loire, il y a aussi d'autres collègues des départements qui ont proposé pas mal d'accompagnements collectifs autour des questions de manager à distance, comment on pouvait garder le lien avec l'équipe. Enfin, voilà, tout ça pour vous dire que les DLA se sont mobilisés et continuent aussi à se mobiliser sur ces questions-là. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Marilyn Pommier, qui représente la Fédération départementale des familles rurales. Et du coup, je veux bien vous laisser la parole pour que vous puissiez nous dire où vous en étiez des réflexions à la fois avant mai 2020, parce qu'il me semble que c'est dans ces eaux-là qu'avait eu lieu l'accompagnement avec Mélanie. Où est-ce que la structure en était? Quel est le petit bout de chemin que vous avez fait, enfin même le grand bout de chemin que vous avez fait, et peut-être les questions que vous posez encore aujourd'hui par rapport à ces questions de télétravail. Oui, donc bonjour à tous. Donc j'ai participé à l'accompagnement collectif qui a été mis en place en juillet 2020 sur la Haute-Loire. Donc nous avons choisi le télétravail quand il y a eu le confinement, donc en mars 2020. C'était une méthode de travail que nous ne connaissions pas du tout. Donc on a fait ça un petit peu comme on pouvait et on s'est dit il n'y a aucun cadre. Donc de participer à l'accompagnement collectif, ça nous intéressait vraiment. Suite donc lors de l'accompagnement collectif avec un avocat, on a pu vraiment avoir des éléments, comment construire une charte donc pour du télétravail occasionnel. C'est vrai qu'on a vraiment travaillé là-dessus puisque l'ensemble des participants à la session voulaient déjà commencer par le télétravail occasionnel avant de passer au télétravail permanent. Donc on a élaboré ensemble une charte. Moi, après de mon côté, je l'ai adaptée à la fédération. Je l'ai soumise ensuite de nouveau à l'avocat puisqu'il nous avait dit qu'il restait disponible pour étudier notre charte et revoir s'il y avait quelques modifications à faire. Le bureau l'a ensuite validé, ce qui fait que voilà, le télétravail occasionnel était bien encadré. Suite à cela, on a choisi quand même de continuer le télétravail, en fait, on va dire, de façon permanente, 1 jour à 2 jours par semaine. Donc là, on est en train de travailler maintenant sur une charte de télétravail, mais pour du télétravail permanent. Voilà. Peut-être du coup, Marilyn, ce que vous pouvez nous dire aussi, c'est les relations que vous avez eues avec le bureau et au niveau RH, comment ça s'est passé pour réussir à le faire accepter ou en tout cas le partager avec l'ensemble des membres du collectif au sein de la structure. Alors, nous, on est quand même une petite structure avec 2 salariés permanents après des formateurs occasionnels. Donc, finalement, il n'y a que les salariés permanents qui sont concernés. Donc, il y a eu pas mal d'échanges assez facilement, en fait, entre les salariés et les membres du bureau. Voilà, on n'a pas eu de soucis particuliers. On s'est tous bien entendus. Et au niveau de votre grande famille, sur les fédérations des familles rurales, est-ce qu'il y a d'autres structures qui se sont posées ce type de questions? Est-ce que vous avez pu essaimer ou échanger avec de vos collègues qui se posaient un peu les mêmes questions? Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a un accompagnement aussi au niveau national pour le télétravail qui est mis en place finalement quasiment dans tous les départements actuellement. Plus au niveau des fédérations que de nos associations, puisque nous, pour la plupart, nos associations en Haute-Loire interviennent dans le secteur enfant-jeunesse, donc gèrent des centres de loisirs ou des crèches. Donc finalement, c'est plus au niveau, sur des tâches administratives, on va dire, qu'il a pu se mettre en place dans les fédérations départementales. Merci. Merci à vous deux pour cette illustration. Donc, c'est vrai que dans la présentation de Marilyn, on a pu entendre différents termes, accords
entre salariés et employeurs, mais aussi vous avez parlé de charte, vous avez parlé d'avenant. Il nous semblait important de faire un focus sur le cadre juridique qui régit les différentes formes de télétravail et les différentes mises en application. Et c'est pour ça que je vais passer la parole à Étienne Leblond de l'UDES qui va pouvoir nous présenter justement les différentes modalités d'une manière très concrète et très légale et les différents types de formats qu'on a pu aborder déjà dans ces deux présentations. De même, Étienne interviendra et présentera l'accord multiprofessionnel qui est en train d'être travaillé, qui est bien abouti, mais qui est en train d'être négocié sur l'impact du numérique dans les structures de l'ESS. Étienne, je vous laisse la main. Merci beaucoup Amélie. Effectivement, hein, je vais vous présenter donc le cadre juridique du télétravail. L'objectif, hein, c'est comment pouvoir sécuriser au niveau juridique le télétravail. On voit bien que à l'aune de ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, il y a une prise de conscience de la grande majorité des structures d'encadrer la mise en place du télétravail. Donc, je vais vous présenter sous forme de PowerPoint donc le cadre juridique. Je vais également vous indiquer plusieurs points d'attention et également les incertitudes juridiques qui se posent actuellement, parce qu'il y a encore des questions qui se posent qui sont pas résolues, et puis les perspectives d'évolution pour l'avenir. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà, je vais faire affichage plein écran. Est-ce que vous voyez bien? Oui, très bien. Alors, Damien Granier l'a très bien défini. Donc, effectivement, hein, le Code du travail apporte une définition du télétravail, hein, de par l'article L1222-9 du Code du travail que vous avez sous vos yeux. De cette définition, on en retient 2 critères. Premier critère, le télétravail se caractérise par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Deuxième critère, le télétravail est effectué en dehors des locaux de l'entreprise. Ça peut être soit au domicile du salarié, soit dans un tiers-lieu, notamment les télécentres, les espaces de coworking. Le Code du travail, finalement, il y a peu de dispositions. Comment dire, le télétravail le Code du travail ne s'épanche guère sur le télétravail. Il n'y a que 3 articles législatifs qui traitent du télétravail que vous avez sous les yeux. Hein, c'est L1222-9, -10 et -11 du Code du travail. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, il y a un certain nombre de questionnements juridiques et d'actions que doivent mettre les structures en place pour, on va dire, pour pouvoir encadrer le télétravail. Et donc, avant de commencer vous expliquer les différents points d'encadrement du télétravail, c'est intéressant de distinguer les trois grandes circonstances de recours au télétravail. On l'a vu, hein, il y a le télétravail qui est régulier, donc celui qui est pratiqué de manière récurrente, suivant un rythme habituel. Donc, c'est effectivement le télétravail qui est, on va dire, qui est plus communément qui est encadré et qui est défini conjointement par le salarié et l'employeur. Autre type de télétravail occasionnel qui peut avoir vocation pour répondre à des situations imprévisibles ou inhabituelles et qui peut apporter une solution provisoire pour maintenir l'activité des salariés. Un type, je vous ai donné par exemple l'exemple d'une grève des transports publics. Voilà, on peut, l'employeur et le salarié peuvent se mettre d'accord pour, durant cette période de grève, placer une situation de télétravail. Aussi bien le télétravail régulier qu'occasionnel suppose, et ça c'est important, le double volontariat du salarié et de l'employeur.
cette notion de volontariat est très importante. On ne peut pas, effectivement, dans ce cadre-là, imposer le télétravail aux salariés. Le seul cadre où on peut l'imposer, vous le devinez bien, c'est le télétravail exceptionnel ou en cas de force majeure. Donc, celui qu'on a tous vécu pendant la crise sanitaire, hein, typiquement, qui effectivement fait suite à un événement exceptionnel et imprévisible. Et dans ce cas, dans ce cadre-là, il est possible d'écarter le double volontariat. Et le télétravail peut effectivement s'imposer aux salariés. Alors, je vais vous présenter maintenant les différentes modalités de recours au télétravail. Donc, de manière justement à encadrer le télétravail, il y a plusieurs, l'entreprise bénéficie, on va dire, de plusieurs solutions. D'abord, la branche peut avoir mis en place un accord collectif, ou un accord collectif de branche qui s'applique effectivement lorsqu'il est étendu aux structures de la branche concernée. Actuellement, il y a très peu de branches, hein, à ma connaissance, qui ont développé ce type d'accord, mais il ne serait pas étonnant qu'à l'avenir, ce type d'accord se multiplie compte tenu, hein, de ce qu'on a pu vivre actuellement. Donc voilà, donc c'est important d'être vigilant à savoir ce qui se déroule au niveau de la branche et s'assurer qu'effectivement que la branche prendre connaissance d'un éventuel accord de branche sur le télétravail si celui-ci est conclu. Autre modalité, l'accord d'entreprise. Donc là, cet accord, donc ce dispositif est mis en place seulement, obligatoirement mis en place lorsque des délégués syndicaux sont présents dans la structure. Donc là, si effectivement l'employeur souhaite mettre en place une organisation de type télétravail, il négocie avec ses délégués syndicaux en vue de conclure un accord d'entreprise. L'avantage de cet accord, c'est la légitimité, hein, étant donné que l'entreprise a négocié et a conclu un accord avec les délégués représentatifs de l'entreprise. On se rend bien compte de la légitimité de ce texte pour pouvoir ensuite effectivement développer le télétravail dans la structure. S'il n'y a pas de délégués syndicaux ou si jamais il n'a pas été possible de conclure un accord, l'employeur peut établir une charte qui vise à encadrer ce télétravail. Et l'avis du comité social et économique, s'il existe, est sollicité. Et dernière modalité, il est possible aussi, en l'absence d'accord collectif ou de charte, de recourir au télétravail par le moyen d'un accord directement entre le salarié et l'employeur. Alors là, je vous ai mis en avant en rouge, hein, qu'on recommande fortement d'établir un support écrit et signé par les deux parties. Parce que le Code du travail, lui, n'est pas clair sur la question. Il indique simplement de formaliser l'accord par tout moyen. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Alors, dans les grandes lignes, hein, qu'est-ce qui est indiqué au niveau légal sur les mentions obligatoires qui doivent être contenues dans un accord d'entreprise ou dans une charte? Le Code du travail n'apporte pas beaucoup de détails, hein, et c'est pour ça que les modèles sont nécessaires ensuite, hein, pour pouvoir établir ce type de document. Il y a seulement 5 items, hein, qui sont indiqués. Donc, les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution, hein, et également les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail. Donc, dans cet item-là, on peut retrouver
les points relatifs à l'éligibilité du poste de travail, quelles sont fixation du nombre de jours maximum de télétravail, quels sont les types de contrats qui peuvent être concernés par le télétravail, est-ce qu'il y a une condition d'ancienneté. Donc voilà, ça regroupe beaucoup de sujets, ce thème-là. Également, deuxième mention, les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail. Donc, quelle procédure la structure met en place pour recueillir l'accord du salarié? Est-ce que ça nécessite, par exemple, est-ce qu'on va mettre en place un entretien avec le responsable hiérarchique ou le service RH? De quelle manière va-t-on formaliser l'acceptation du salarié? Troisième point, les modalités de contrôle du temps de travail et de régulation de la charge du travail. Voilà, quel système mettons en place pour s'assurer que le temps de travail du salarié est bien respecté. Quatrième point, détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail. Donc ça, c'est important hein, parce que c'est en lien avec le respect obligatoire du temps de repos quotidien qui est de 11 heures hein, au niveau légal et hebdomadaire et qui est de 35 heures au niveau légal. Et cinquièmement, une disposition spécifique aux modalités d'accès des travailleurs en situation de handicap à une organisation en télétravail. Comment faciliter l'accès en télétravail pour ces salariés. Et donc, aussi bien concernant une charte qu'un accord, on préconise fortement d'établir un écrit à la suite de cette charte et de cet accord qui va être un écrit qui va formaliser les conditions d'exécution du télétravail et qui sera signé entre le salarié et l'employeur. Voilà, et effectivement, l'éventuel refus de l'employeur hein, pour les salariés dont le poste est éligible doit être motivé. Donc, le but, hein, c'est d'éviter, de prévenir des discriminations et de s'assurer l'égalité de traitement. Et donc, effectivement, l'égalité de traitement, c'est le point suivant. C'est quelque chose qui est essentiel et qui est également codifié hein, par le Code du travail, c'est que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute le travail dans les locaux de l'entreprise. Damien Granier nous a évoqué le terme de la mention de justice organisationnelle. Bon, on le retrouve bien effectivement dans ce cadre-là. Hein. Donc les télétravailleurs voilà, ont droit à une charge de travail équivalente à ceux des autres salariés, au même droit collectif. Voilà, ils ont par exemple le droit d'être représentés par les institutions représentatives du personnel ou de participer aux élections professionnelles, donc être attachés à un établissement. Ils ont évidemment droit à l'accès aux informations, aux activités sociales de l'entreprise, droit d'accès à la formation professionnelle, au déroulement de carrière et également à la même politique d'évaluation que les autres salariés. Alors, quelques éléments d'attention concernant le suivi du télétravailleur. Le Code du travail prévoit expressément qu'un entretien doit avoir lieu entre l'employeur et le salarié et qui porte sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail en télétravail. Donc, c'est un entretien qui doit se distinguer hein, de l'entretien professionnel qui, lui, a lieu tous les 2 ans, ou alors d'un entretien annuel d'évaluation que peut mettre en place une structure. Donc, c'est important, effectivement, de formaliser clairement cet entretien annuel de manière à le distinguer des autres entretiens. Au niveau des heures supplémentaires aussi, il peut être utile de rappeler par écrit hein, que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la demande de l'employeur, de manière à éviter toute dérive, et vous comprenez bien qu'effectivement qu'il peut y avoir des difficultés plus importantes de contrôle du temps de travail du salarié, étant donné la distance. Donc, c'est important de rappeler la règle au niveau des heures supplémentaires, qui doivent toujours rester à la main de l'employeur.
Et pareil, en ce qui concerne les salariés au forfait jour, hein, dont le temps de travail n'est pas décompté en heures, lui rappeler explicitement que le salarié doit respecter ses temps de repos obligatoires. Donc au niveau légal, hein, soit 11 heures quotidiens et 35 heures hebdomadaires. Voilà, rappeler le cadre de manière effectivement à éviter des dérives ou des débordements. Voilà, un petit point sur les salariés en situation de handicap. Le Code du travail indique que l'employeur s'assure, hein, dans la mesure du possible, que le poste détenu par un salarié en situation de handicap peut être accessible en télétravail. Et donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à solliciter du soutien, des aides auprès d'organismes spécialisés, hein, comme la GFIP, l'association EOTH ou même la médecine du travail, qui sont là pour épauler l'employeur dans la mise en place du télétravail pour ses salariés. Et en cas de refus, la motivation de l'employeur est nécessaire, même en l'absence d'un accord d'entreprise ou de charte, et également pour le salarié proche aidant. Donc voilà, donc lorsque vous avez une demande de télétravail en provenance d'un salarié en situation de handicap et aussi un salarié de proche aidant, soyez vigilants à bien s'assurer que, voilà, que son poste est éligible, et si ce n'est pas possible, bien lui expliquer les raisons d'un refus. Alors, je vais vous exposer maintenant quelques points d'attention au niveau de la mise en œuvre du télétravail, parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, hein, le Code du travail n'apporte pas énormément, on va dire, d'éléments sur les modalités de mise en place du télétravail. C'est bien le cas pour l'équipement de travail du télétravailleur, hein. Donc, c'est important que l'accord ou la charte, ou alors éventuellement l'accord individuel et écrit entre le salarié et l'employeur, précise l'équipement qui sera fourni par la structure et donc dont la propriété demeure à la structure. Et c'est important également d'informer et de le préciser par écrit les restrictions à l'usage de cet équipement, notamment les restrictions d'usage à ces équipements à titre personnel, hein, vous comprenez bien pourquoi, ou alors de manière à assurer la confidentialité des données. Autre point d'attention, et ça effectivement c'est une question qui est beaucoup problématique, qui était beaucoup remontée lors de la mise en place du télétravail à l'aune de la crise sanitaire, les frais professionnels. Quelles sont les possibilités pour l'employeur de remboursement des frais professionnels? Donc là, il y a deux possibilités, hein, qui existent actuellement. L'employeur peut prendre en charge les dépenses réelles supportées par le télétravailleur. Et cette prise en charge est déduite de l'assiette des cotisations sociales, à condition, bien sûr, de justifier la réalité des dépenses professionnelles. Et donc, le salarié doit apporter les justificatifs de dépenses engagées au titre du télétravail. Donc ça peut être assez lourd au niveau de la procédurale. Mais effectivement, c'est nécessaire de manière à bénéficier de l'exonération des cotisations sociales et de ne pas avoir de mauvaises surprises, j'ai envie de dire, en cas de contrôle URSSAF. Et ça peut être intéressant effectivement d'établir dans l'accord ou la charte ou l'accord individuel les types de dépenses qui vont être remboursées par l'employeur. Et donc là, je vous invite si vous voulez en savoir plus, si vous voulez connaître le détail des éléments qui peuvent être pris en charge qui peuvent être exonérés des cotisations sociales. Là, je vous invite à
à consulter le lien ci-dessous du bulletin officiel de la Sécurité sociale, qui apporte vraiment des éléments très détaillés sur les types de prestations qui peuvent être qui peuvent être exonérées des cotisations sociales au titre des dépenses, au titre des frais professionnels. Deuxième modalité, le versement d'une indemnité forfaitaire de télétravail. Donc ça c'est une possibilité qui s'avère moins lourde que la première possibilité. L'employeur a la possibilité de verser une allocation forfaitaire qui est exonérée de cotisations et contributions sociales, mais à condition de ne pas dépasser un certain nombre de plafonds, qui est de 10 € par mois pour un jour de télétravail, donc 20 € par mois pour 2 jours de télétravail hebdomadaire, et ainsi de suite. Ou alors 2,50 € par jour de télétravail dans une limite de 55 € par mois. Et vous avez plus de détails également dans le bulletin officiel de la Sécurité sociale. Donc, voilà, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter ce site. Alors, sur ce point, effectivement, on voit qu'il y a des débats actuellement sur le remboursement des frais professionnels de l'employeur. C'est possible que dans les mois ou dans les quelques années à venir, il y ait des évolutions significatives sur ce point. Là, actuellement, il y a une proposition de loi déposée par une députée de la majorité, Madame Frédérique Lardet, qui propose une indemnité forfaitaire de 600 € annuels, défiscalisée et exonérée de cotisations sociales au titre de l'indemnité forfaitaire de télétravail. Donc, vous voyez, c'est un point qui peut évoluer dans le temps. Donc, c'est important d'être vigilant sur les évolutions à venir là-dessus. Alors, un autre point d'attention, il est important de bénéficier d'une assurance. Là aussi, le Code du travail ne mentionne aucune disposition sur l'assurance, mais c'est important que l'employeur détienne une assurance multirisque qui va le couvrir sur l'utilisation du matériel professionnel qui met à la disposition du télétravailleur. Donc ça, c'est important de manière à sécuriser le matériel professionnel. Et de même, le télétravailleur à domicile, il est important que ce dernier justifie qu'il dispose bien d'une couverture de la part de son assurance dans le cadre de son espace de télétravail. Et donc, c'est il s'agit plus couramment de l'assurance habitation qui peut fournir un certificat d'assurance. Donc, c'est important que l'employeur demande au salarié de lui remettre un certificat d'assurance sur ce point. Voilà, alors juste rapidement, il y a une incertitude actuellement qui se pose sur l'octroi de titres restaurants aux télétravailleurs. Vous voyez que les tribunaux actuellement divergent sur la question. Doit-on accorder aux télétravailleurs des titres restaurants si les autres salariés d'une même structure peuvent en bénéficier lorsqu'ils travaillent dans les locaux de l'entreprise? Donc là, on attend également une décision de la Cour de cassation qui devrait se trancher sur cette question. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse juridique sur cette éventuelle obligation. Et également un point d'attention sur le décompte du temps de travail qui est plus difficile à mettre en œuvre. Donc la structure peut mettre en place un système de gestion des horaires, mais attention à ne pas dériver vers un système de surveillance intrusif et disproportionné. Et attention à bien consulter, bien recueillir l'avis du CSE s'il existe lors de la mise en place d'un tel système. Alors également, voilà, au niveau de la sécurité du télétravailleur, comment un employeur peut assurer son obligation de sécurité. Donc, ça concerne notamment la conformité du lieu de télétravail
et notamment au regard des installations électriques et techniques. 3 possibilités s'offrent à l'employeur. Il peut demander qu'un expert intervienne sur le lieu de télétravail, mais dans ce cas, une condition est nécessaire, c'est que l'accord du salarié est expressément requis. L'employeur peut également demander que le salarié fournisse un certificat de conformité technique électrique, mais dans ce cas, c'est l'employeur qui le prendra en charge. Ou alors, l'employeur peut demander au salarié une attestation sur honneur qui indique que l'installation électrique et technique est conforme. Je pense qu'au niveau pratique, ce sera cette dernière modalité qui sera le plus couramment utilisée. Et au niveau des accidents du travail, là, le Code du travail est clair. Un accident qui survient sur le lieu du travail, lorsque c'est pendant l'exercice professionnel du salarié, il est présumé être un accident du travail. Donc le Code du travail est assez clair. Le problème qui va se poser, c'est la preuve. Comment prouver que l'accident qui intervient sur le lieu, au domicile d'un salarié, par exemple, a bien eu lieu dans le cadre du télétravail. Un indice, c'est si on arrive à établir effectivement que l'accident a lieu durant les heures de joignabilité du salarié, ça peut être un indice. En tout cas, voilà, si jamais il y a un doute en cas d'accident qui vous parviennent, c'est important de formuler des réserves sur le formulaire de déclaration d'accident du travail. Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut être important en cas de doute. Alors voilà, ça également c'est un point important parce que le Code du travail ne donne pas de procédure précise pour mettre fin au télétravail. Donc, il est important de prévoir une clause de réversibilité, soit dans l'accord, soit dans la charte, soit au niveau de l'accord individuel entre l'employeur et le salarié. C'est vraiment important de le prévoir parce que si cette clause n'existe pas, l'employeur risque de ne pas pouvoir mettre fin au télétravail sans l'accord du salarié. Et donc, vous voyez, il y a la jurisprudence qui existe là-dessus. Et donc, c'est important de pouvoir se donner la possibilité, de manière évidemment encadrée, en respectant des délais de prévenance, mais de manière à ce que l'employeur garde ait la possibilité de pouvoir mettre fin au télétravail. Et voilà, évidemment, sans commettre d'abus de droit ni discrimination, évidemment, dans cette décision. Est-ce que je peux vous demander d'arriver à une des dernières slides? Oui, je suis peut-être un peu long, pardon. Non, pas de souci, mais on voudra avoir un temps de questions et d'échanges. Oui. Bon, alors je vais aller assez vite. J'ai déjà mentionné au début, donc voilà, vous avez l'article L1222-11 qui traite du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles. Principe d'exclusion du double volontariat du salarié employeur. Ça peut être intéressant que l'accord d'entreprise ou la charte prévoit des procédures, des dispositifs spécifiques à mettre en place lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles. Et on voit qu'il y a encore des incertitudes qui pèsent actuellement, donc ça peut être intéressant. Et également, les conditions de passage du télétravail en cas d'épisode de pollution. Prévoir, se laisser effectivement des options lorsque ces épisodes surviennent, effectivement, ça peut être utile au niveau de la charte et au niveau de l'accord d'entreprise. Voilà. Pardonnez-moi si j'étais un petit peu long. Juste dernier point. Effectivement, comme l'indiquait Amélie, l'UDES est en train de conclure un accord multiprofessionnel sur l'impact du numérique sur les conditions de travail et l'emploi dans les entreprises de l'ESS. Donc, on espère pouvoir le signer au mois de décembre. On espère pouvoir recueillir l'accord
l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Ce qui va être très intéressant au niveau de cet accord, c'est en matière de télétravail, c'est qu'il est annexé à cet accord un modèle indicatif de cadre collectif relatif à la mise en œuvre du télétravail. Alors, pourquoi modèle indicatif de cadre collectif? Il s'agit d'un modèle qui peut aussi bien s'appliquer dans le cadre d'un accord d'entreprise ou dans le cadre d'une charte. Et donc, ce modèle va être diffusé dans la foulée de l'accord. Donc là, je ne peux pas encore malheureusement vous le présenter, mais n'hésitez pas à le consulter avec la plus grande attention lorsqu'il sera mis à disposition. Et c'est un modèle qui est très intéressant parce qu'il a fait également l'objet d'une négociation avec les partenaires sociaux. Donc, il présente une grande légitimité de ce point de vue-là. Ce n'est pas un modèle qui a été rédigé de brut en blanc par l'UDES. Il a vraiment fait l'objet d'une discussion avec les organisations syndicales et de ce point de vue-là peut être très fédérateur. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci pour encore une fois, ces différents détails et ces différentes modalités. Je pense qu'il sera très important, beaucoup de participants me demandaient, le support sera clé pour ensuite relire et être attentif aux différents points que vous avez pu aborder. Merci beaucoup. Il y a des questions dans le chat sur le cadre juridique et les différentes possibilités mises en place. N'hésitez pas, Étienne, à aller voir le questions-réponses et on essaiera d'y revenir également sur la dernière partie. Mais avant de passer à ce temps d'échange, je reviens auprès de Damien Grenier sur plutôt une partie sur recommandations, outils et méthodes, puisque l'ANACT a présenté un peu les 5 dimensions du réseau ANACT sur les bonnes pratiques du télétravail, donc comment concilier qualité de vie au travail et télétravail. Donc voilà, en dernière partie, quelques recommandations. Merci. Pas de souci. Merci Amélie. Alors, je ne vais pas être non plus très exhaustif sur cette partie-là. Effectivement, le temps d'échange est important dans ces fins de webinaire. Plutôt vous donner aussi un petit peu des liens, des liens aussi vers le site de l'ANACT ou des sites de l'ARACT où vous trouverez l'ensemble de recommandations qui, elles, seront notamment exhaustives. Vous dire pour cette dernière partie que ce qui est important de considérer pour chaque entreprise, pour chaque structure qui met en place ou qui accompagne le télétravail, important, c'est vraiment de partager les enjeux autour de cette nouvelle forme d'organisation du travail, notamment en se posant la question si l'approche que met en place l'entreprise, est-ce qu'elle c'est une approche individuelle, ou alors est-ce qu'elle est plutôt collective? Et concernant aussi l'orientation, est-ce qu'on a plutôt une orientation plutôt organisationnelle où le télétravail est vraiment vu comme un mode d'organisation du travail, ou est-ce que c'est plutôt une orientation sociale où l'intérêt est plutôt de faciliter les conditions d'emploi de certains profils, comme les salariés enceintes ou les salariés en fin de carrière. Donc voilà, donc ça c'est toujours intéressant que chaque structure se pose sur ce diagramme ou sur ce schéma pour savoir quelle orientation elle a. Nous, ce qu'on essaye de prôner, d'orienter pour les entreprises qu'on accompagne, c'est plutôt une orientation qui mêle à la fois l'orientation organisationnelle, où le télétravail est vraiment vu comme un mode d'organisation du travail, et l'approche un peu collective pour éviter, on va dire, d'avoir une vision strictement individuelle et de fragiliser, on va dire, certains collectifs de travail. Autre chose aussi en termes de recommandations, on a beaucoup capitalisé aussi sur les expérimentations, les pratiques d'entreprise sur le mode du télétravail et on en est venu à catégoriser, on va dire, 5 dimensions qui nous paraissent vraiment clés dans le télétravail. On les a sur ce schéma, à la fois des dimensions en termes d'espace et de lieu de travail, une dimension en termes d'organisation du temps et de la charge de travail, les questions autour du management du travail et des pratiques managériales, le rapport au collectif et les équipements et les outils numériques. Et face à ces 5 dimensions, l'ANACT et le réseau des ARACT ont pu, on va dire, construire, on va dire, des fiches méthodes où vous trouverez bon nombre de recommandations sur ces 5 dimensions.
J'en ai extrait quelques-unes voilà, pour vous donner envie d'aller les voir. Sur les questions, par exemple, d'espace et de lieu, il faut vraiment accompagner en amont l'évolution de l'environnement de travail en se basant sur les besoins des activités de travail réelles que font les opérateurs, de permettre l'accès à une diversité de lieux, ça c'est important, et pas uniquement que le travail et que le lieu du domicile, de maintenir la diversité des usages des espaces, sur les équipements et outils numériques, de poursuivre le développement de l'accès aux outils numériques mobiles et équipements, que ce soit sur site ou à distance des femmes et des hommes, et anticiper la régulation des outils et les impacts sur la transformation des métiers. Donc ça, c'est important. Je les passe relativement vite. Comme je vous l'ai dit, ces recommandations sont beaucoup plus exhaustives sur le site de l'ANACT. Et d'ailleurs, c'est totalement en téléchargement gratuit. Vous y aurez accès. Des éléments autour du temps de travail, des charges de travail, sur rechercher finalement les causes de surconnexion et d'inviter à analyser finalement le travail réel que font les collaborateurs en télétravail, d'outiller, d'accompagner le management pour réguler la charge et éviter le surcontrôle. Et puis concernant les deux dernières dimensions que sont les pratiques managériales ou rapports au collectif, de vraiment partager un cadre commun adapté à l'équipe, de soutenir les managers face à la grande diversité de situations de travail des collaborateurs et de former les parties prenantes à l'égalité professionnelle et les risques et opportunités du télétravail. Je ne suis pas très long sur cette partie-là. Je vous invite à aller voir les travaux du réseau ANACT-ARACT. L'ANACT, alors moi je trouve intéressant, l'ANACT va, puisque ce n'est pas encore sorti, mais va sortir à la fin du mois un rapport d'analyse de 40 accords qui ont été signés sur le télétravail par 40 PME de la France entière. Ce qui est intéressant dans ce rapport d'analyse, je vous ai sorti quelques éléments qui sont importants et auxquels les entreprises vont devoir se poser des vraies questions en termes notamment d'hybridation du travail, notamment en se disant que à la lecture de ces 40 accords, la question des organisations hybrides n'est quasiment jamais évoquée en tant que telle. La question du management de collectif en présentiel, distanciel n'est pas forcément posée. La question de l'équité de traitement n'apparaît pas, que ce soit les postes non télétravaillables, les exigences liées aux conditions de télétravail à domicile. Certaines populations sont exclues d'emblée, de façon plus ou moins justifiée, que ce soit les temps partiels, les apprentis, les alternants, les salariés récemment intégrés. Seuls 2 accords sur 40 accords évoquent la possibilité de mobiliser des tiers-lieux, autres que le domicile, pour télétravailler. Et l'impact du télétravail sur les conditions de travail et parcours des femmes et des hommes n'est pas abordé. Voilà, c'est des points d'attention à avoir, des points de vigilance à avoir vis-à-vis des accords de télétravail qui sont signés aujourd'hui par les entreprises. Sur la question de l'hybridation du travail, ce qui me semble qu'effectivement, c'est le travail d'aujourd'hui et demain qui est bouleversé, et il y a vraiment à anticiper ces nouvelles formes d'organisation du travail. Alors, dernier point, le fait, effectivement, nous, on a construit toute une démarche pour permettre de concilier à la fois qualité de vie au travail et télétravail, et ce que l'on prône vraiment dans les entreprises, c'est d'avoir vraiment une démarche cadrée, alors plutôt en 4 étapes, c'est le schéma du haut, de partir vraiment d'un retour d'expérience que vous avez sur le télétravail. Toutes les entreprises ont mis en place le télétravail de manière plus ou moins massive, de manière plus ou moins contrainte. Il s'agit vraiment peut-être de constituer un comité de pilotage, de constituer un groupe de travail, je ne sais pas comment vous l'appelez, à l'intérieur de vos structures, mais l'idée est vraiment dans un premier temps de tirer les enseignements, de regarder ce qui a bien marché, de regarder ce qui a moins bien marché, de recueillir les propositions, vraiment de récolter finalement les besoins vraiment de manière collective au sein des structures, pour envisager ensuite, et je l'avais dit dans ma première partie de présentation, vraiment une véritable démarche d'expérimentation. L'idée, c'est d'expérimenter une nouvelle manière de faire, une organisation du travail, et de voir ce qui marche et ce qui marche moins bien. Vous aurez sûrement des salariés, en échangeant effectivement dans le chat, qui sont plus ou moins à l'aise en télétravail, d'autres qui sont beaucoup moins à l'aise en télétravail, qui préfèrent le travail sur site. L'idée, c'est vraiment d'accompagner toutes ces formes et tous ces enjeux, de poser un cadre clair, effectivement, et ça, c'est le devoir de la direction, des managers, de poser un cadre, mais il faut que ce cadre, effectivement, alors, je ne dirais pas qu'il soit souple à chaque fois, mais en tout cas, vous devez, dans ce cadre-là,
avoir une obligation d'expérimentation et de dire vous mettez ce cadre-là en place pendant 2, 3 mois, 4 mois et vous voyez après 2, 3, 4 mois ce qui a marché. Vous évaluez, vous faites un pas de côté en disant mais qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Et sur la base de cet état des lieux, vous essayez de réajuster, d'envisager effectivement d'autres recommandations, d'une autre organisation du travail qui puisse être peut-être confortable pour tous. Voilà. Et donc d'être vraiment dans un principe d'expérimentation, d'évaluation et d'ajuster vraiment au fil de l'eau et de formalisation effectivement en élaborant un plan d'action, un cadre, une charte ou un accord. Par rapport à ces étapes à mettre en place pour améliorer vos pratiques de télétravail, le réseau Anactaract a développé toute une base d'outils et de méthodes pour mettre en discussion le télétravail. Dans les slides de présentation que vous aurez bien évidemment à l'issue du webinaire, ce qu'on peut vous donner, c'est que vous avez sur le site de l'ANACT notamment des kits téléchargeables pour tout type d'entreprise sur à la fois trois entrées, 3 dimensions importantes, les entreprises qui souhaitent mettre en œuvre le télétravail, il y en a de moins en moins avec la crise sanitaire, les entreprises qui font face à l'urgence finalement, face à la crise sanitaire, ou alors la troisième entrée qui est plutôt d'améliorer vos pratiques de télétravail et de faire un pas de côté et d'évaluer aujourd'hui ce que le télétravail occasionne, à la fois en termes de contraintes, à la fois en termes de ressources. Nous mettons aussi à disposition toute une gamme aussi un peu ludo-pédagogique et notamment un jeu qui est plutôt intéressant, c'est un jeu de cartes qui permet vraiment de mettre en discussion tous les éléments autour du télétravail et de voir qu'est-ce qui existe aujourd'hui dans une structure et qui est satisfaisant en termes de télétravail, qu'est-ce qui existe et qui est amélioré, et puis aussi de voir ce qui n'existe pas, mais qui serait soit souhaité, soit qui serait non souhaité. Donc ce jeu de cartes, effectivement, est assez utilisé aujourd'hui par les entreprises pour animer des comités de pilotage ou des groupes de travail qui ont pour vocation d'améliorer des pratiques de télétravail. Et donc je vous renvoie sur le site de l'ANACT pour aller découvrir un peu ce jeu de cartes. Vous trouverez aussi sur le site de l'ANACT bon nombre de fiches conseils, notamment autour des 5 dimensions du télétravail, mais aussi suite à la crise sanitaire et aussi sur le sujet de l'organisation du télétravail, que ce soit à destination des salariés, des managers ou des directions de structures. Vous trouverez aussi, il était assez intéressant de voir qu'il existe un carnet de bord du télétravail qui permet de relever finalement toutes les contraintes, les effets positifs, les effets négatifs du télétravail pour un salarié qui se trouve en télétravail et de proposer des leviers d'action, des recommandations à mettre en œuvre, que ce soit à un niveau, je dirais, collectif ou même à appliquer à l'ensemble de l'entreprise. Vous verrez aussi bon nombre d'outils qui ont été développés. Je pense notamment à l'ARAC Nouvelle-Aquitaine qui a construit dernièrement un petit document qui s'appelle le Vademecum du manager en situation de télétravail. Il est assez intéressant puisqu'il permet de donner des trucs et astuces pour les managers qui doivent réguler le télétravail pour on va dire un collectif de travail en mode un peu hybride. Et puis enfin, dernier document qui est sorti au mois de décembre 2020 par l'ANACT. C'est un petit fascicule sur les 10 recommandations pour négocier un accord ou élaborer une charte de télétravail qui est à destination effectivement des entreprises qui seraient en mesure de cadrer effectivement cette nouvelle forme d'organisation du travail. Voilà, j'ai été relativement court pour ce dernier temps de présentation. C'était plutôt un pitch et vous inciter aussi à aller voir tous les outils et méthodes que vous pouvez retrouver sur le site de l'ANACT et des ARAC. Voilà, Amélie, j'ai fini. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour l'ensemble de cette présentation et pour ces outils. Je rappelle aux participants que les présentations seront envoyées à l'issue de ce webinaire avec l'ensemble des liens sur notamment ce qui a été présenté sur le cadre juridique, mais aussi sur les différents outils qui viennent d'être présentés par l'ANACT-ARACT.
Et on en vient à la dernière partie. Alors, il nous reste malheureusement peu de temps, mais je voulais quand même proposer aux participants, s'ils souhaitent intervenir, s'il y a encore des questions qui restent en suspens face à suite à ces différentes interventions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet Q&R ou bien à lever la main pour intervenir directement. Et puis, si parmi nos participants, il y a des retours d'expérience qui vous semblent importants et intéressants à partager aujourd'hui avec l'ensemble des participants et des intervenants sur la mise en place du télétravail au sein de vos structures, sur les difficultés rencontrées ou bien sur un retour d'expérience sur justement des questions sur qu'est-ce qui reste à mettre en place, comment faire le pas pour mettre en place ces nouvelles formes de travail. N'hésitez pas à lever la main en tant que participant, on pourra vous donner la parole et ouvrir votre micro. Donc, je vois pas de main levée pour l'instant. Et je remercie les intervenants qui ont répondu au fil du webinaire aux différentes questions qui ont été posées. On espère que ça a éclairé vos interrogations sur le cadre juridique, mais aussi sur les moyens pratiques. Je ne vois toujours pas de main levée par rapport aux participants. Un grand merci à tous les panélistes pour ces interventions claires et utiles. On espère en effet que ça vous aura aidé et que ça vous aura permis d'y voir plus clair sur les différentes formes qui existent, mais aussi que ça vous aura donné les clés pour accompagner cette mise en place de ces nouvelles formes de travail. On est conscient que ça ouvre aussi plein d'autres interrogations et que ça soulève d'autres questions, notamment sur la qualité de vie au travail. On s'attachera à revoir et à rediscuter de l'ensemble des questions que ça soulève, mais c'est vrai que ce webinaire avait l'intention et l'objectif de s'arrêter sur ces nouvelles formes de travail et ces applications. Est-ce que je vais, pour conclure, demander aux intervenants s'ils veulent dire un mot de la fin pour conclure ce webinaire. Et encore une fois, je rappelle que l'ensemble du webinaire sera disponible en ligne sur le site pmaeaura.org et sera envoyé aux participants. Est-ce que, voilà, je vais peut-être donner la parole aux intervenants. Est-ce que Marilyn Pommier, vous voulez rajouter ou dire un mot de la fin suite à ces différents échanges? Suite aux présentations qui ont été faites, finalement, moi qui suis en cours de charte pour du télétravail permanent, j'ai encore du coup des petites questions et des interrogations, donc ça va encore m'aider. Donc, j'ai bien apprécié finalement l'intervention. Voilà. Merci beaucoup pour ce retour. Oui, on voit que c'est sur le long terme que des choses comme ça peuvent se mettre en place et c'était l'utilité des différentes interventions et outils. Je laisse la parole à Damien Granier pour un mot de la fin et merci une nouvelle fois pour l'ensemble de ces outils et de ces bonnes pratiques. Oui, moi ce que j'allais dire, outre les outils que l'on trouve effectivement sur nos sites, n'hésitez pas aussi à nous contacter directement. Moi, je peux mettre je peux donner effectivement mon adresse mail si jamais vous souhaitez être accompagné sur ce sujet-là et qu'il y a des dimensions qui concernent effectivement spécifiquement des conditions de travail. Voilà, on a des modalités d'accompagnement qui peuvent aussi intéresser les entreprises sur ce sujet-là. Voilà. Merci beaucoup. Étienne Leblond, est-ce que vous souhaitez revenir sur un point particulier ? Écoutez, simplement sur le dernier point, pour vous conseiller, voilà, d'être bien, comment dire, de pouvoir effectivement consulter, enfin voilà, d'être en veille, de vous mettre en veille sur les actualités de l'UDES, excusez-moi, pour voilà, lorsque le modèle effectivement d'encadrement indicatif du télétravail sera diffusé, n'hésitez surtout pas à le consulter parce que je pense qu'il peut être effectivement intéressant
et pouvoir répondre effectivement à un certain nombre de problématiques très, très concrètes qui surviennent dans une structure lors de la mise en place du télétravail. Donc voilà, donc merci à vous. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai qu'il faut rester attentif et rester en veille, en effet. Est-ce que Marie, tu souhaites également proposer un mot de la fin? Du coup, moi, je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées ce soir pour nous permettre de partager ces éléments sur le télétravail et puis le collectif qui se mobilise assez régulièrement autour de PMAE. Parce que c'est vraiment des questions qui nous traversent aussi bien personnellement au sein de nos structures qu'avec les structures qu'on peut accompagner. Donc, ça nous intéresse à plusieurs titres. Donc, un grand merci à tous pour les éléments d'information. Voilà, je rebondis sur ces remerciements, Marie. Merci aux intervenants, merci à tous. Merci aux participants d'avoir suivi ce webinaire. Et une nouvelle fois, on espère que cela vous aura été utile et qu'il vous aura outillé pour la bonne mise en place et une pérennisation de ces nouvelles formes de travail en intégrant les différents cadres juridiques, mais aussi des bonnes pratiques, notamment dans la discussion entre salariés et employeurs. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouveaux événements, de nouvelles thématiques qui seront abordées par la démarche PMAE. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, au revoir.